Bonjour, vous écoutez Révolution. Tout obstacle est un tremplin qui s'ignore, et on ne va pas contredire François. Je m'appelle Camille, et avec Révolution, je souhaite donner la parole à des personnes qui ont su prendre leur destin en main et agir pour accomplir leurs rêves, se dépasser, s'aimer, s'affirmer. Parfois, le chemin est semé d'embûches que l'on pense impossibles à surmonter, mais j'espère que les personnes que j'interviewe parviendront à vous prouver le contraire. Aujourd'hui, François me raconte son expérience avec la PMA, procréation médicalement assistée, du pire jour de sa vie au moment où il monte sur scène à Paris interpréter son propre one-man show intitulé « On va l'appeler comment ?» Si vous aimez Révolution, suivez-moi sur Instagram, @révolution.podcast. Abonnez-vous et laissez des likes et des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, Amazon Music et YouTube. Je vous souhaite une très belle écoute et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup François d'avoir accepté mon invitation pour t'exprimer aujourd'hui sur Révolution. On s'est rencontrés il y a quelques années quand je travaillais en tant que standardiste à la radio et que toi tu étais ingé son sur la même émission que moi. C'est vrai. On s'est suivis de loin en loin. Et en fait, quand j'ai décidé de lancer mon podcast en 2019, il me semble que je t'avais contacté pour avoir des petits tips pour le montage et tu m'avais bien aidé. Et donc j'avais fait mes quelques petits tests en 2019 et là aujourd'hui on se retrouve en 2022 pour parler de ton histoire puisque récemment j'ai vu que tu avais créé un spectacle de toutes pièces et le sujet de ton spectacle c'est la PMA et c'est vrai que j'étais pas tellement étonnée que tu crées un spectacle et que tu te produises sur scène parce que tu nous faisais hurler de rire quand on travaillait ensemble à la radio. Donc je me suis dit, ce mec a beaucoup d'humour, donc ça m'étonne pas. Et surtout, en fait, le sujet m'intéresse énormément parce que je n'ai jamais entendu d'homme parler de la PMA. Et quand on s'est rencontrés pour parler de ton spectacle, que je n'ai pas vu malheureusement puisque j'ai eu le Covid pendant ta dernière date de représentation à Paris, mais j'espère que tu te reproduiras bientôt sur scène avec ce spectacle. Ouais. C'était un long monologue de ma part. Bref. Ce qui marque la fin de cet épisode de Révolution. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt. Bref, tout ça pour dire que j'ai hâte que tu nous en parles et j'ai hâte d'entendre ton histoire et surtout voilà, un homme qui parle de ce sujet, c'est un peu original quand même. Et même si les hommes ont pris beaucoup de place ces derniers milliers d'années, ton point de vue était hyper intéressant. Et puis quand on en a parlé, quand on a pris un verre avant d'enregistrer ce podcast, je t'ai dit que j'avais une vision féministe de la chose et que voilà. Est-ce que tu peux me dire 2 mots avant qu'on commence à parler de ce sujet ? Ouais. Quelle place toi tu observes dans cette thématique qui jusque-là est racontée et exprimée du point de vue féminin ? Ouais, c'est vrai que c'est exprimé surtout du point de vue des femmes. Je sais pas trop expliquer pourquoi. J'imagine, on en a parlé un peu avant, mais c'est parce que la virilité a une place dans la vie des hommes très très importante et très forte, très ancrée, très ancestrale. Et en général, c'est un truc qui est un frein d'abord par l'humour, parce que y a toujours les blagues de cul basées sur l'aspect viril et masculin du truc, ce qui fait que c'est très compliqué de le dédramatiser. Alors, je suis pas à la place d'une femme, donc je sais pas pourquoi ça a moins pris cet aspect-là chez les femmes. Et peut-être que ça touche plus à un intime aussi, qui est un moment plus ponctuel chez l'homme, qui est le moment, on peut dire les mots, tu vois, de juste le moment de la jouissance ou le moment de la conception en elle-même. Mm-hmm. Alors que chez les femmes, il y a toute les 9 mois de grossesse, il y a l'avant, il y a tout le cycle, mine de rien, le cycle des règles qui est une question de temporalité aussi, qui touche vachement que nous, on n'a pas les hommes. Tout ce qui a trait à ce moment-là, c'est juste l'érection, on va dire, et l'acte sexuel en lui-même. Il y a peut-être ce côté-là. Est-ce que tu peux me raconter un peu... Donc, tu t'appelles François. Ça, c'est vrai. Voilà. Ouais, l'info est exacte. L'info est exacte. Tu as... Vas-y, dis un chiffre, 32? C'est plus, c'est moins. Non, 37. 37. Ouais, je suis de 85. Ok, donc tu as 37 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta rencontre avec ta compagne Tu disais tout à l'heure... C'est marrant parce que alors, je vais faire une espèce de
de trucs sur le long terme, sur le long cours, mais tu parlais tout à l'heure de 2017, 18, 19, et même la dernière fois, quand on avait repris contact un peu en 2019, où il n'en était pas encore question, c'est aussi parce qu'il n'en était pas encore question pour moi du tout. On s'est mis ensemble il y a quelques années avec ma chérie, et de manière... Enfin, comme tous les couples, tu vois, ça se construit petit à petit, ça se solidifie. Au départ, tu te fréquentes juste, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que tu es amoureux. Mais même en étant amoureux, en construisant quelque chose ensemble, même en commençant à habiter ensemble, et voilà, en étant un vrai couple, il n'y avait pas cette question-là, il n'y avait pas la question de vouloir fonder une famille, d'avoir un enfant, ou même s'il y avait la question, moi, j'ai pas envie d'enfant. Et à l'époque, en 2019, quand on a repris contact et quand on discutait, et quand je t'ai aidé, c'est marrant parce que jamais on aurait pu avoir cette conversation-là, parce que j'ignorais tout du sujet, mais même j'y aurais jamais été confronté parce que j'avais pas envie d'enfant. J'avais pas envie d'avoir des enfants. Nous, on s'est rencontrés, ma chérie et moi, grâce à la radio aussi. Dans la même radio, on se travaillait tous les deux. On s'est croisés, elle et moi. On se connaissait d'avant d'une école qu'on avait fréquentée ensemble, mais on se connaissait juste de vue. Et puis, en se recroisant à la radio, je sais pas, c'était le bon moment. Voilà, il y a une époque où on était moins dispo l'un et l'autre, et puis à ce moment-là on était plus dispo, on n'avait personne dans nos vies, je sais pas si on cherchait, ou alors on était peut-être plus solide professionnellement, et donc on essayait de construire quelque chose autour dans nos vies. En tout cas, on s'est trouvés au bon endroit, au bon moment tous les deux, puis on a construit petit à petit, pierre après pierre, en prenant le temps. Ok. Comment tu expliques ce changement de position en fait et d'envie soudaine d'avoir des enfants ou pas soudaine? Est-ce que tu peux me raconter? Est-ce qu'il y a eu un... Alors le déclic, mais comme beaucoup de choses dans la vie des gens, ça a été le Covid. Je pense que ça a été le confinement. Je sais pas si ça a été un déclic, une révélation ou un switch, mais je me souviens, on en avait parlé. On était d'accord sur le fait qu'on voulait pas d'enfants ou pas tout de suite, ou en tout cas, voilà. Et en vrai, ça aurait pu arriver, enfin tu vois, il n'y avait plus de contraception, il n'y avait plus de ça, donc ça aurait pu arriver n'importe quand, et on était tout à fait prêts à devenir parents. Mais il y avait un côté aussi, on s'était habitué au fait que non, il n'y avait pas d'enfants qui venaient, il n'y avait pas ce truc-là. Ça aurait naturellement pu arriver, mais c'était pas le cas, donc ok, c'est bon, on est ensemble tous les deux, on fera notre vie tous les deux. Et au moment du premier confinement, on venait de s'installer là où on habite en ce moment, qui est un très bel endroit où on est très heureux. Enfin, c'est un très bel endroit, peu importe, mais c'est un endroit qui nous rend très heureux. Et on se disait, tiens, c'est marrant parce que des cris d'enfants dans le salon, là, ça dénoterait pas, tu vois, ce serait sympa. Et puis au moment où on se dit ça, on se dit, mais en fait, ça aurait pu arriver n'importe quand. C'est bizarre que ce soit pas arrivé encore. Je sais pas comment on aurait géré ça. On était tout à fait prêt à avoir des enfants, même si on le voulait pas foncièrement, on n'avait rien fait pour, on n'essayait pas, enfin, tous les trucs qu'on peut imaginer, mais on voulait pas être parent foncièrement, mais on voulait pas non plus ne pas être parent. Mais là, c'est le moment où on s'est dit, ok, on veut plus fonder une famille que rester comme ça. Tu vois, je sais pas si c'est très clair, mais ce déclic-là, c'est le moment où on se dit, on est très bien tous les deux, mais ce serait encore mieux s'il y avait le truc en plus. C'est vraiment le moment du confinement où le salon est silencieux, il n'y a personne dehors, il n'y a personne dedans, tout ça. Ok, d'accord. À partir du moment où vous avez réalisé que vous aviez tous les deux envie d'avoir des enfants, combien de temps après, je sais pas si tu as envie de me donner le nombre de... Enfin, le temps exact, mais est-ce que vous avez réalisé vite qu'il y avait un souci d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés? Bah ouais, parce que comme je te disais, avant on se posait pas les questions. Ouais. Mais donc du coup, quand on a commencé à se dire, bah on n'a pas d'enfant, on a commencé à regarder un petit peu les dates, depuis quand ça aurait pu arriver, statistiquement, est-ce que c'est normal? Non, pas tout à fait. Ok, donc en fait, assez vite, on s'est posé la question de pourquoi c'était pas déjà arrivé. Et puis, ma chérie en a discuté avec sa gynéco, et elle lui a dit, bah ouais, vous avez un certain âge, malheureusement, dans la vie d'une femme, ça aussi c'est un truc terrible, une inégalité dont on pourra reparler des heures, mais alors que t'as l'impression qu'elle est à peine, on va dire, au milieu de sa vie, au pire du pire, dit, bah non, là, il commence déjà à être un peu tard, déjà, c'est un sacré coup de massue. Et puis, au-delà de ça, bah si c'est pas arrivé, c'est on va juste faire des examens pour essayer de voir s'il y a une raison. Et donc voilà, ça allait très vite. En quelques semaines, on a fait les examens et quelques jours après, on avait les résultats et on savait où était le problème, quoi. On va dire à partir du moment où on a commencé à se poser la question jusqu'au moment où on y allait, il a dû avoir 3-4 mois, quoi. Ok. Ce qui n'est pas un délai, d'ailleurs, on en reparlera, mais ce qui n'est pas un délai normal dans l'histoire d'un couple qui veut passer par la PMA, d'ailleurs. Bah oui, mais sauf que vous aviez déjà eu ce temps avant. C'est ça que tu m'expliques ou Ouais, voilà. En fait, normalement, quand un couple veut commencer à avoir des enfants et qu'il se dit que ça marche pas, les médecins leur disent on attend encore 1 an et demi de manière naturelle pour voir si ça marche ou pas. Mais nous, en l'occurrence, cette année et demie était largement passée. Ouais, d'accord.
Comment ça a commencé votre approche? Est-ce que vous avez eu un rendez-vous chez le médecin ou un professionnel de santé qui vous a aiguillé, qui vous a pris en charge? Comment vous avez géré ça? Alors, ça a été relativement facile parce que les contacts se font... Vous avez, vous les femmes, vous avez cette particularité dans ce parcours, que ça je ne m'explique pas, mais d'aller voir régulièrement un gynéco qui vous permet d'avoir accès rapidement à ces questions-là. Nous, il y a plus de distance, degré ou de force, nous du côté des hommes, pardon. Du côté des hommes, il y a plus de distance, subie ou voulue, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, de moi-même, ça aurait été plus compliqué, mais elle, en l'occurrence, ma chérie, elle en a parlé à sa gynéco, qui lui a dit, va voir un tel médecin, et effectivement, on est allé voir ce médecin, mais ça, pareil, ça allait très vite, qui est un médecin spécialisé dans les questions d'infertilité. Et qui est, donc, on a eu, Alors après, les délais, c'est les délais classiques d'un médecin, mais en quelques semaines, on a eu rendez-vous avec ce médecin-là, dont le métier, c'est de faire des enfants artificiellement. Quand on avait pris un verre ensemble, tu m'avais parlé de ce rendez-vous avec ce médecin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé à ce moment-là et quel a été ton ressenti pendant le rendez-vous? Sachant que, évidemment, comme c'est toi qui racontes l'histoire, le sujet, c'est toi et non pas ta compagne. Donc voilà, c'est normal qu'on parle pour le moment que de ton ressenti, voilà. C'est l'histoire là-dessus, c'est super important ce que tu dis, c'est que c'est moi et pas elle, et c'est moi dans un couple hétérosexuel aussi, qui est face à une question d'infertilité, qui est un truc quand même très particulier, ça n'a rien à voir avec mère célibataire, couple homosexuel ou des choses comme ça, c'est vraiment une autre question, et c'est un truc, même en tant qu'individu, en tant qu'homme dans un couple hétéro, c'est un truc très ponctuel, c'est mon ressenti à moi. Mais en l'occurrence, ce dont tu parles, qui a été le point de pivot de plein de trucs dans ma vie, y compris du spectacle d'ailleurs, c'est qu'on est arrivé devant un mec qui, en gros, te vend des bagnoles, mais t'explique pas comment ça marche une bagnole, ni les bonnes manières de la conduire. C'est, vous voulez des gamins, ok, je vais vous expliquer comment on fait, vous faites telle piqûre, tel machin, hop, vous piquez comme ça une fois tous les jours pendant 10 jours, 3 semaines, voilà, ça coûte 800 balles, merci, au revoir. Oula, attends, quoi? Mais tu nous dis pas, oui, vous êtes un couple, vous inquiétez pas, c'est possible, je vais vous prendre par la main, vous allez voir, tout va bien et tout. Non. T'avais besoin d'être rassuré à ce moment-là? Je le savais pas, je le savais pas avant d'y aller, mais j'ai besoin... Déjà, je pense que j'avais besoin qu'on me dise non, mais c'est possible, ça va aller, vous allez faire un bon père, vous allez faire... C'est peut-être très personnel aussi, moi qui voulais pas d'enfant pour plein de raisons, sans doute que j'avais besoin qu'on me dise non, mais ça va aller. Mais non, pas du tout. Lui, il te vend du pain, quoi, il t'explique pas comment on met la farine et le levain. Il dit une baguette, c'est 1,90€ et voilà, merci, au revoir. Donc ce truc-là a été très, très bizarre. Et pour le coup, elle, ma chérie, je sais pas pourquoi, l'a un peu mieux vécu que moi, et sans doute, peut-être, pas sans doute, peut-être qu'elle a besoin de réponses concrètes, et que tout d'un coup, on arrivait devant un mec qui était ultra concret, et qui lui disait concrètement, ça marche pas pour l'instant, mais c'est parce que ma méthode, elle fonctionne, et c'est comme ça. Alors que moi, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de recevoir, visiblement. Et donc, en sortant, vraiment, ça a été... Attends, faut qu'on se pose 2 minutes, parce que lui, il a fait un bout de chemin auquel moi, j'étais pas, quoi. Il t'a fallu un peu de temps après ce rendez-vous pour psychologiquement être prêt à vraiment commencer cette aventure, entre guillemets, de PMA, non? Il y a eu beaucoup de réflexions, peut-être... Est-ce que tu peux... Ou pas? Dis-moi. Si, il y a beaucoup de réflexions, oui, énormément. Et surtout, c'est le moment où j'ai pris conscience que pour l'instant, on était 3 entités dans ce truc-là. Pour moi, on était juste un couple qui va dans cette aventure-là. Et là, j'ai pris conscience que nous deux, ensemble, on vivait un truc. Elle vivait un truc de son côté aussi, parce qu'elle vit des choses dans son corps et dans sa tête, et voilà. Et moi aussi, de mon côté, j'avais une façon de vivre les choses que même aussi fort que tu puisses t'aimer, aussi unique que tu sois, tu peux pas faire qu'un tout le temps. Enfin, tu peux faire qu'un, mais t'as aussi les deux individualités qui vont exister. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera au fur et à mesure du parcours, c'est qu'il y a plein de moments où elle avait sa façon de vivre les choses, moi j'avais ma façon de vivre les choses. Des fois, on les vivait synchro et en même temps, et des fois, chacun les vivait de son côté. Mais ce rendez-vous-là, ça m'a fait réaliser ça. Et c'est aussi parce que, moi, je l'avais pas reçu de la même façon qu'elle. Et je m'étais dit, ça va être très compliqué. Je peux pas déjà la faire chier sans arrêt avec ce que je ressens. Voilà. Et il faut que moi, j'apprenne à gérer ça et que je trouve des moyens d'extérioriser, de gérer, de processer tout ce truc-là. Et il va falloir travailler là-dessus. Mais c'est le moment où j'ai pris conscience de ça. Et après, ça, je pense que c'est infini, tu vois, ça n'arrête jamais. Et c'est un truc qui continuera si un jour... ça aboutit, je pense que ça continuera aussi parce que c'est des questions très personnelles, donc dans la façon d'élever un enfant, d'avoir un enfant, etc. Est-ce que ça a chamboulé la manière dont vous communiquez tous les deux, ce rendez-vous là chez le médecin? Ou alors est-ce que vous aviez une méthode de communication avant et il n'y a pas eu de réajustement à faire? Il n'y a pas une... Non, c'est super intéressant ça.
je pense qu'il y a eu un gain en efficacité qui était déjà là un peu avant, parce qu'on a une manière très efficace de se parler. Genre, s'il y a incompréhension, s'il y a pas engueulade, mais tu vois, où tu commences à sentir un début de friction, si tu vois pourquoi il est là, on essaie de résoudre. Mais si je sens qu'il y a un début de friction et qu'il n'y a pas de raison, on va pas aller au conflit ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, non, attends, là tu te trompes, on n'est pas, tu t'as mal compris. Si tu penses, et c'est arrivé plusieurs fois dans notre couple où il y a un truc qu'on vit mal et non, attends, t'as mal compris et je comprends ta réaction, mais tu peux l'arrêter tout de suite parce que ce soit cri, pleure, enfin tu vois ce genre de choses quoi. Cette réaction un peu excessive, elle est fausse, elle est erronée. Donc on essayait d'avoir une communication très très efficace et suite à ça et ce qu'on a vécu, on a gagné encore en efficacité à tous les niveaux parce que c'est que des trucs très très durs à vivre et que ce soit physiquement, psychologiquement, dans les échanges avec les gens. Dans le choix aussi que j'ai fait de faire ce spectacle et de raconter librement ce truc-là aussi, ça nous a forcé, moi ça m'a forcé en tout cas à être beaucoup plus efficace et beaucoup plus clair dans ce que j'avais à dire. Ok, d'accord. Est-ce que les médecins te posaient des questions justement sur tes ressentis, ton état d'esprit ou alors parce que ta compagne, c'est elle qui subissait tout ce qui était piqûres, etc. Et tous les trucs chiants et je suppose les anesthésies générales parfois. Ouais, locales, générales, il y a tout. Ouais, donc je suppose que les médecins sont hyper focalisés sur elle. Est-ce que toi, parce qu'à un moment quand on a discuté, tu m'as dit, moi, mon rôle, en gros, c'était de mettre du sperme dans un petit tube et puis basta, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu avais un suivi, je sais pas, même est-ce qu'il y a un suivi psy qui est mis en place pour aider les couples ? Rien. Et là, je parle juste, encore une fois, de mon cas ponctuel et de l'hôpital dans lequel on est allé. Et peut-être même qu'ils ont ça et qu'on les a pas vus. Mais en l'occurrence, le premier rendez-vous dont on parlait tout à l'heure, il ne m'a jamais adressé la parole, m'a même pas demandé mon nom. Il a lu mon nom sur une feuille en regardant ma chérie. Donc, vraiment aucun non. Comme tu dis, ouais, ma contribution s'est réduite à chaque fois que j'ai dû intervenir à mettre du sperme dans une fiole. C'est exactement ça. Et non, il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de suivi psychologique... je sais pas comment dire ça, forcé ou imposé ou quoi que ce soit. Je crois que, parce qu'on avait regardé, du coup, il y a des groupes de parole, des groupes d'écoute, des groupes d'entraide. Ce truc-là, suivi psychologique qui n'existe pas. Plus loin dans l'histoire, très très loin, là où on en est aujourd'hui, qui est une autre façon, une autre facette de la PMA, on l'a retrouvé. Ce truc-là qui, moi, m'a manqué, ou je sais pas pourquoi ça m'a manqué, je suis pas trop là-dedans d'habitude, mais ce besoin de parler, d'échanger peut-être. Plus loin dans l'aventure, avec d'autres gens avec qui on a échangé, d'autres professionnels, je l'ai retrouvé ce truc-là. Je suis trop bien, ça existe. Mais au moment là où on est, le premier rendez-vous, premiers échanges, et même première tentative de PMA, il n'y a aucun suivi psychologique. On est vraiment chez des concessionnaires automobiles qui te vendent des bagnoles, quoi. Mais j'exagère, j'ai l'impression d'être cynique en disant ça, mais encore une fois, c'est une aventure très ponctuelle, c'est juste mon histoire, mais mon histoire, c'est ça. Je peux pas mentir en disant que non, on a été accompagné et tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Et sans doute, elle plus que moi un petit peu, mais même elle, pas grand-chose. Hein. Ouais. Ces moments-là où vous êtes particulièrement vulnérable, tu vois, parce que vous faites face à une situation que vous maîtrisez pas, vous renseignez pour que vous arriviez à surmonter ce truc-là en ayant un enfant. T'es vulnérable et à la fois tu te sens très seul. Tu vois des médecins qui ont un regard très clinique sur la chose et c'est vrai que ça peut être très compliqué psychologiquement. Et même si avant tu me dis toi t'étais pas très sensible, je sais pas, tu vois, un suivi psy ou quoi que ce soit, c'est une situation à laquelle t'as jamais été confronté. T'y pensais même pas, tu me disais il y a quelques années avoir des enfants. C'était un non catégorique pour toi ? Ouais. Ok. Et c'est normal en fait, c'est normal d'avoir besoin je pense, d'être soutenu dans ce genre de moment. Je pense que de manière générale, quand on est face à un diagnostic, quel qu'il soit, une certaine errance médicale, où tu te retrouves impuissant face à une situation, tu sais pas ce qui t'arrive, tu sais pas d'où vient forcément le problème, comment faire pour aller mieux, donc comment faire pour arranger ta situation, et tu te retrouves face à des médecins parfois qui sont très, très distants, et qui mettent pas les formes parce qu'en fait tous les jours et toutes les heures et toutes les demi-heures ils font face à des gens comme toi et c'est pour ça que là c'est super si tu me dis que maintenant ces groupes de parole tu sais que ça existe et du coup tu sais qu'il y a un suivi psy maintenant mais sur le moment je pense que ça serait hyper intéressant pour les médecins d'être formés à ça, tu vois. Ouais, je sais pas trop, je suis d'accord avec toi. Après, je comprends... Tu peux ne pas être d'accord. Non, je suis d'accord sur le suivi. Après, moi, je me mets à la place du mec. C'est compliqué
je sais pas combien de couples ils voient, D'être de dans couples de l'empathie, personnes, tout. d'être dans l'empathie tout le temps. Tu peux pas recevoir les questionnements, les doutes, les malheurs, angoisses. les doutes. Ouais, c'est ça. Tu vois, des gens, toi, il y a un moment, non, moi, mon métier, c'est pas ça, quoi. Mon métier, c'est déjà assez la folie. Je crée la vie en laboratoire, quoi, gars. Ouais. Je suis pas là en train de t'écouter. Moi, ce que je fais, c'est au-dessus. Mm. Et je peux comprendre. Mais alors, au moins, orienter, tu vois. Dire, bon, bah, écoutez, prévoir une petite fiche. Dire, Ouais. OK, j'ai ces contacts de psy. Je connais ces assos, ces groupes de parole, ce machin. Où vous pourrez trouver du réconfort si vous en avez besoin. Moi, je suis d'accord que ce truc-là était pas intégré dans le parcours qu'on a eu, dans le début de parcours qu'on a eu. Ouais. Ouais, exactement. Il y a ces groupes de parole. Parce que là, typiquement, groupe de parole, très concrètement, je sais qu'il y en avait un. Si j'avais pas cherché de moi-même, j'aurais jamais su que ça existait, quoi, tu vois. Ouais. Alors que c'était exactement, je sais pas si c'était ce dont j'avais besoin, mais c'était exactement dans le truc que j'étais en train de vivre. On était dans les clous. Mais ouais, comme tu dis, une petite fiche, je sais pas, une plaquette, n'importe quoi, avec suivi, truc à contacter. Ouais. Mais non, ça y est pas. Et peut-être, ouais, là, il y avait un vrai manque. Parce que quand tu ressors ce rendez-vous, même si le médecin, comme tu dis, il était très distant, lui, il t'expose des faits et puis basta, merci, au revoir, est-ce que quand même tu repars avec une petite dose d'espoir en te disant, bon là, a priori, on est entre de bonnes mains, on a un mec qui sait ce qu'il fait. Ouais, oui, mais du coup, c'est ultra culpabilisant parce que, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis ressorti de ce truc-là, mais ça, j'ai réalisé qu'après, mais je suis ressorti de ce truc-là avec énormément de doutes, de mal-être, et j'étais pas bien. Alors que, comme tu dis, on venait de nous filer une bulle d'espoir. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on vit chacun à son rythme et différemment, et ça nous a permis d'être plus efficaces et de vivre les trucs, pas séparément, mais on va dire chacun de notre côté. Voilà. Bah, à ce moment-là, l'espoir, moi, je l'ai pas vécu sur le coup. Je l'ai compris après, en discutant. Mais sur le coup, j'étais plus presque accablé, j'ai envie de dire. Mais oui, après, très, très concrètement, tu viens voir un mec pour lui dire que tu n'arrives pas à faire d'enfant. Lui dit, moi, je sais faire. Donc oui, c'est de l'espoir, mais de l'espoir brut, quoi. Et alors après, c'est de l'espoir relatif parce que le mec te met les chiffres sous le nez aussi. C'est attention, ça marche, je sais faire, mais je sais aussi que ça marche une fois sur 5. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Oui, c'est comme ça. La première fois, la première tentative, 80% des premières tentatives sont des échecs. D'accord. Il y a un peu, tu vois, il y a la dichotomie entre le truc, t'es au bord du désespoir, tu viens chercher de l'espoir, on t'enfile, lumière, et d'un côté, attention, ça va rater, ça va échouer, c'est mathématique. 4 fois sur 5, ça échoue, il n'y a pas de raison que vous soyez la 5e fois. Donc il y a tout ce truc-là aussi, c'est un ascenseur sans arrêt. Ouais. Tu montes, tu descends en espoir, en foi. Ok. Ta compagne, on lui fait une stimulation ovarienne, c'est ça ? Après, on vient lui aspirer, si je dis pas de conneries, ses ovocytes. Ouais. Et toi, on prend ton sperme, on fait un mix des deux, on voit si ça match. Et le moment où ça match, du coup, après, on lui réinjecte, c'est ça ? Ouais. Alors, du coup, il y a plusieurs façons de faire. Là, en l'occurrence, ce que tu décris, nous, c'est encore plus précis que ça. Nous, c'est ce qu'ils appellent... Ah oui, je pense que c'est pas difficile de faire plus précis. Non, mais pour raconter notre cas, mon cas très personnel, ce qu'on appelle une ICSI, c'est-à-dire que, effectivement, comme tu disais, stimulation, pour avoir des œufs en bonne santé de son côté, prélèvement, ce qui est assez compliqué, on parlait tout à l'heure, du côté de la femme, c'est assez compliqué. Tu parlais d'anesthésie générale locale, c'est à ce moment-là. Il y a vraiment... t'es en chirurgie ambulatoire. De mon côté, c'est beaucoup plus artisanal comme méthode. Mais en tout cas, après, ils prennent un œuf chez elle, un œuf chez moi, et on les fait se rencontrer. Et en gros, ils vont essayer de trouver ceux qui ont l'air le plus en forme. Chez moi, ils prennent spermatozoïde par spermatozoïde, et il y en a beaucoup. Hein. Même moi, qui est une OATS en l'occurrence, qui est une maladie qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui marchent, mais pas beaucoup sur énormément, ça en laisse encore quelques-uns. Donc ils vont essayer de trouver celui qui fonctionne, l'œuf chez ma chérie, les faire se rencontrer, et ça fait un embryon. Et ça, ils vont essayer de le faire le plus de fois possible. Donc en l'occurrence, pour être très concret, la première fois, il y avait 6 œufs chez elle. C'est peut-être pas les chiffres exacts, mais c'est exactement l'ordre d'idée. 6 œufs chez elle, 3 qui étaient viables, qui auraient pu donner des embryons, 2 dans lesquels ils ont réussi à mettre un spermatozoïde et que ça se développe, et donc qu'ils ont pu implanter dans son ventre. Et ça, c'est que le début, parce qu'après, il faut que ça s'installe, ça reste, que ça tienne exactement. Et il faut que ça se développe et que ça donne un embryon, un fœtus, pardon. Ok, d'accord. Au moment du premier transfert, combien de temps vous devez attendre pour savoir si ça peut fonctionner ? Ça, c'est le pire truc. Ouais. Et je pense que dans le spectacle, je l'ai mis, c'est un des énormes moments. C'est entre, on va dire, une dizaine de jours. Ce qui fait, donc pour répondre, c'est exactement ce que tu as expliqué. On a le petit embryon qui est pas encore... on sait qu'il se développe, mais on sait pas si ça va marcher. On l'implante dans le ventre. Et ce moment-là, il est fou, moi. En parlant, tu vois, j'ai encore les frissons. Parce que le moment
où ils vont mettre l'embryon dans le ventre de ma chérie. Là aussi, c'est le médecin et il vient juste pour ce moment-là, quoi. Ok. Donc, il y a ma chérie et moi dans une petite salle. Il y a une infirmière qui vient nous installer. Et après, le médecin vient, il récupère l'embryon, il l'installe. Merci, au revoir. J'exagère, mais c'est quasiment ça. Il est un peu plus humain à ce moment-là, mais pas loin. Et il repart. Ok. Et donc, on doit attendre que l'embryon s'installe bien quelques minutes. Et après, quand on ressort de ça, l'infirmière dit à ma chérie, maintenant vous êtes enceinte. Partez du postulat que vous êtes une femme enceinte. Comportez-vous comme une femme enceinte. Vous êtes enceinte, il y a un embryon dans votre ventre. Mais tu sais pas si ça a marché. Il faut attendre une dizaine de jours pour savoir s'il a réussi à se poser Ouais, dans ton à ventre s'accrocher. et s'il va pouvoir se développer. Ok. C'est 10 jours. Et après 10 jours, il y a une prise de sang qui te donne la réponse. Ok. Et comment tu fais pour vivre pendant ces 10 jours? Parce que vous avez tous les deux une vie professionnelle bien remplie et tout. Je suppose que, enfin, je sais pas. Après, moi, je parle avec mon prisme et mon, voilà. Dans des moments où je me suis retrouvée dans des moments de stress intense où j'attendais des trucs, mais on peut pas comparer, bien sûr, mais pour des trucs tout cons, je me suis mis dans des états pas possibles. Genre, par exemple, en attendant les résultats de mon permis. C'est hyper con comme comparaison, hein, mais rien que pour ça, pour une connerie comme ça, pour attendre les résultats de mon permis, je me mets dans des états incroyables, tu vois, où je pense qu'à ça, j'arrive pas à me concentrer sur quelque chose d'autre et tout. Les 10 jours là, où tu te dis tout ce travail, ces efforts, cette intensité émotionnelle et tout, comment tu la vis en fait? Est-ce que toi personnellement, est-ce que tu y penses? Est-ce que tu fais le choix de t'investir à fond dans ton travail et te dire ok, je fais comme si ça n'existait pas et puis on verra bien dans 10 jours? Ou est-ce que tu peux pas t'empêcher d'être focus seulement sur ça pendant ces 10 jours d'attente? Moi, en l'occurrence, je pensais qu'à ça tout le temps. Ouais. Et en plus, du point de vue du mec, là, dans cette situation-là, c'est très compliqué parce que tu peux rien faire, du point de vue de la femme aussi, mais elle peut rien faire et pourtant ça se passe dans son ventre. Et moi, je peux rien faire et je peux rien faire. Quoi que tu fasses, donc j'essayais de faire au mieux, c'est tout con, mais tu vois, le premier truc qui me revient, c'est le premier jour, tu dis, bah non, d'habitude, elle va au boulot en scooter, donc là, elle avait décidé de pas y aller, mais tu veux prendre un Uber, prends une bagnole si tu veux pas perdre de temps dans les transports, tu vois, des choses comme ça, c'est des conneries. Ouais. Mais tu sais, vraiment de tout faire au mieux, des trucs qui sont ingérables après sur 9 mois, si jamais t'as de la chance que ça dure 9 mois, mais sur ces 10-12 jours-là, t'essayes de mettre toutes les chances de ton côté, mais des trucs presque surréalistes des fois. Mais parce que si jamais c'est ce minuscule élément-là qui fait que ça va marcher ou pas. Donc voilà, mais moi en l'occurrence, je pense que je peux parler à notre nom, à nous deux, chacun à notre niveau, mais on pensait qu'à ça, quoi. Tu penses qu'à ça tout le temps. Ouais. Et t'attends le moment de la révélation, quoi. Ouais. Et ce moment de la révélation, donc le résultat était négatif, je suppose. Oui, parce qu'en fait, je crois que pour une grossesse viable, du coup, c'est un taux qui double c'est un tous taux les qui jours, double, voilà, c'est ça. Il augmente proportionnellement. Enfin bon, bref. Donc là, en gros, vous vous rendez compte que le taux est pas bon, c'est ça. Ouais. Je sais pas si c'est trop personnel comme question. Bon, toujours pour toi. Parce que évidemment, je le rappelle, mais ta compagne n'est pas présente et le but c'est pas de parler de ses émotions à elle, mais de tes émotions à toi et de ton ressenti. Comment toi tu vis cette déception, je suppose immense, et si tu veux pas si c'est trop douloureux, ce que je peux comprendre, on peut passer la question. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cette question? Est-ce que tu veux y répondre ou pas? Ouais, si, je peux y répondre, mais en plus je trouve ça super intéressant parce que nous, bon, en l'occurrence, ce moment-là, on l'a vécu 2 fois, et les 2 fois ont été un échec. Les 2 fois, ça n'a pas marché, donc on est allé jusqu'au transfert, on met l'embryon dans le ventre, donc elle est enceinte, et au bout de 10 jours, on apprend que ça n'a pas pris et qu'on sera pas... Enfin voilà. Mais ces 2 fois-là, on ne les a pas vécues de la même façon. Parce que la première fois, tu peux pas t'empêcher d'espérer au-delà du possible. Tu te dis, on a tout fait au mieux. Et vraiment, je te promets, on avait vraiment tout fait au mieux, quoi. T'imagines pas à quel point on faisait tout ce qui était possible... Le régime alimentaire, tout. Je suppose que tu deviens limite parano. Ouais, tu deviens fou. Pour précision, tu m'as dit, elle est pas allée travailler le lendemain du transfert, c'est ça? Je crois, si le lendemain, elle est allée travailler. Et comment, même ça, j'ai du mal à le concevoir, en fait. Tu vois, la force qu'il faut pour aller travailler, pour réussir à travailler le lendemain, et pas te dire, bah attends, je vais poser 10 jours, ou je vais... malgré toute cette, entre guillemets... ces aspects et parfois cette parano dans laquelle tu peux rentrer, quand même, vous avez continué à vivre votre vie, quoi. C'est ça qui est ouf pour moi. Ouais, parce qu'il faut bien t'occuper à ce moment-là. Tu peux pas... Alors, on pensait qu'à ça tout le temps, mais c'est là en fond d'écran, tu vois. Il faut bien que les icônes bougent par-dessus, parce que sinon, tu deviens fou, une obsession, je pense. tu deviens fou, ouais. Et puis, il faut que la vie tourne, quoi. Faut que ça avance à côté, mais non, ouais, on a continué à bosser, à vivre. Je reviens à ta question d'avant. Donc, la première fois qu'on l'a vécu, on avait énormément d'espoir, on croyait que ça allait marcher, vraiment au fond de nous, et ça n'a pas marché. Donc vraiment, on était
pas bien, tu vois. Là, typiquement, en sortant, je crois qu'on est rentrés tous les deux. On devait retourner bosser l'après-midi et non, on a plié les Gaules, on est rentrés chez nous et voilà. Donc ça, c'était la première fois parce que c'était une première fois. Et tout dans cette aventure-là est une première fois. La première fois avec le médecin, la première fois du transfert, la première fois du spermogramme, de tout ce que tu veux. Tout est une première fois. Donc moi, c'était la première fois. Et je savais aussi, ça j'avais un peu anticipé pour le coup, pour la connaître, mais je savais que ça allait être la première fois que j'allais voir ma chérie recevoir ce genre d'informations, tu vois, processer ce genre de truc. Tout le reste, on l'avait jamais vécu, et ce truc-là non plus. Donc je savais, j'avais essayé d'anticiper au maximum comment j'allais pouvoir réagir, me comporter, pour être le plus attentionné, le plus prévenant possible, pour que ce truc-là passe. Il n'y a pas de tour de magie, mais tu vois, tu essaies de faire au mieux, d'être le plus prévenant possible. Donc, la première fois, ça a été vraiment ultra dur. C'est une... je sais pas, c'est même pas une douleur, tu vois, il n'y a rien de physique, il n'y a rien de... Mais t'es... Enfin, faut se mettre dans le truc, c'est compliqué, parce que tu l'as dans le ventre, quoi, et... Moi, j'étais à côté d'elle, et tu dis, non, ok, c'est mort, il n'y a plus rien dans le ventre, quoi. Ça n'a pas marché. Ça, c'était très dur. Deuxième fois, on l'a un peu mieux géré, forcément, parce qu'on avait anticipé les deux, vraiment, que ça marche. On a tout fait au mieux, mais que ça marche, tant mieux, parce qu'on a vraiment fait au mieux, et il y a plus de probabilité la deuxième fois, parce que tu as adapté les protocoles. Si ça marche pas, on sait très bien qu'il y a énormément de choses que ça marche pas, c'est pas grave, on avait déjà un peu anticipé, sans les mettre en action, mais les leviers qu'on pouvait avoir après, ce qu'allait pouvoir se passer après, les éventuelles autres tentatives et tout ça. Donc tu vois, on s'était plus projeté des deux côtés, et donc du coup, dès qu'on a eu la réponse qui était encore une fois négative, on était parti. On était déjà sur la route et on voyait déjà l'horizon. Donc c'était un peu plus, pas facile, mais rapide, on va dire, la deuxième fois. Et je pense aussi que la première fois, t'es plus à te comparer aux autres. C'est pas tout à fait ça, mais tu vois, tu parlais des 4 chances sur 5. T'es dans cette optique-là. La première fois, tu dis, ok, non, mais les 4 autres, c'est des nuls, quoi. Tu vois, ceux qui ratent, ils le veulent pas vraiment, ils se donnent pas vraiment, ce qui est faux. Tout le monde se donne à fond, je pense, dans ce process-là. Mais tu peux pas t'empêcher de dire, attends, ce que je fais là, la façon dont on se donne, dont on fait tout pour, c'est forcément dans les 20% du top. Donc ça, forcément. Et t'as cette espèce de comparaison. T'as l'impression d'être dans la course. La première, enfin, en tout cas, en le processant, l'analysant a posteriori, t'as une impression de course à plusieurs. Et la deuxième fois, j'avais plus l'impression qu'on vivait notre truc à nous. Et qu'on était moins dans les chiffres à se dire, on a tant de chances que ça marche, tant de probas, si on fait ci, si on fait ça, si, etc. Et plus à essayer de faire au mieux et aller à Jacques Test, quoi. J'ai l'impression que c'était plus individuel, notre histoire à nous, la deuxième fois. Ok. Et il y a eu combien de temps entre ce premier rendez-vous chez le médecin et les résultats de la deuxième tentative ? Pas forcément précisément avec des dates. Mais pour donner des trucs concrets, tu dois avoir une période de 3 mois entre 2 tentatives. D'accord. Une tentative, ça prend au moins 2-3 mois déjà parce qu'il faut le temps de se caler sur le cycle de la femme. Comme tu disais, il y a de la stimulation avant, donc ça dure assez longtemps. Et donc en gros, nous, en plus, je pense que beaucoup de gens le font, je sais pas, j'en ai pas beaucoup discuté, mais comme c'est quand même très très prenant et très très rude, dur, on a pris un temps de pause après la première fois. Ça a dû tomber pendant les vacances, on est parti 1 semaine ou 2 semaines en vacances, ou vraiment relâche complète. Et la deuxième fois, ça n'a pas marché, pareil. On a dit, ok, vas-y, on fait une pause, on se met en stand-by, on profite un peu. Typiquement, on avait arrêté de boire de l'alcool, donc on recommence à picoler, prendre l'apéro, voilà. Et donc, je dois pas dire de bêtises si je dis qu'entre le premier rendez-vous et le deuxième échec, il doit y avoir 1 an et demi, un truc comme ça. D'accord. 1 an et demi, à peu près. Parce qu'on a pris le temps et parce que tu as des délais incompressibles recommandés par le médecin. Quand vous avez le résultat de cette deuxième tentative, tu me dis que avant d'avoir le résultat, vous vous projetiez déjà vers les potentiels leviers que vous pourriez activer dans le cas où ça fonctionnerait pas. Est-ce que tu peux me parler un peu de ces leviers en particulier auxquels vous aviez pensé ou qu'on vous avait recommandé peut-être Déjà, il y a un truc très pragmatique, c'est que avec la Sécu en France, tu ne peux être remboursé que sur 4 tentatives et si tu as moins de 43 ans. Si la femme a moins de 43 ans. C'est la loi, c'est comme ça. Et sur ces 4 tentatives-là, nous, donc si t'as suivi, on en avait déjà fait 2. C'est-à-dire qu'on avait 2 tentatives de rembourser encore, ça coûte assez cher. On a 2 tentatives de rembourser encore. On était déjà en projet pour faire une 3e tentative si la 2e ne marchait pas, mais déjà, on pensait à l'après, je vais en parler dans un instant. Mais le truc, c'est qu'on savait aussi que il y a l'âge comme ça, mais il y a des deadlines. Et comme tu vois, c'est quand même des trucs qui prennent un peu de temps. T'as vite fait d'arriver de voir la deadline à l'horizon. Donc du coup, dès la 2e, on s'était dit on fait une 3e tentative, mais on va voir si on peut pas faire un don d'ovocytes aussi, parce que l'âge avançant du côté de ma chérie, ses gamètes n'étaient pas aussi solides que ce qu'on aurait pu espérer. Et elle-même, avec l'âge, c'est plus compliqué de tomber enceinte, plus âgée, tout simplement. C'est physiologique. Et donc, du coup, on avait déjà envisagé
le don d'ovocytes. Mais c'est fou parce qu'en en reparlant, je me rends compte qu'on l'a envisagé très tôt, sans forcément être très conscient de la partie légale ou pratique, mais en tout cas la partie éthique et j'allais dire philosophique, qui est une vraie question à ce moment-là, on l'avait déjà énormément travaillé au moment où on s'est retrouvé devant le fait accompli. Parce que donc pour boucler la boucle, on a fait 2 tentatives avec transfert, donc c'est-à-dire où on réimplante l'embryon. On a fait une 3e tentative en reprenant un mix des 2 premiers protocoles qui étaient un peu différents et qui là n'a pas marché du tout. Il n'y a même pas eu de transfert, il n'y a aucun embryon qui s'est développé. Et à ce moment-là, le médecin nous a dit on peut refaire une autre tentative, sachant que comme il n'y avait pas eu de transfert, c'était légalement pas considéré comme une tentative ce qu'on venait de faire, donc on était toujours à 2. C'est très pragmatique ce que je suis en train de faire, mais c'est comme ça, c'est la loi. Donc vous avez encore 2 tentatives remboursées. Sauf qu'on sait déjà que dans les faits, vous en avez fait 3, et c'est de pire en pire, on va dire. Là, vous êtes rendu à 5% de chance que ça marche. Moi, je connais un moyen où il y a 50% de chance que ça marche, mais ça nécessite de sortir de France, d'aller faire un don d'ovocytes en Espagne. Et donc ça, on avait déjà avancé là-dessus. Donc quand on a revu quelques mois plus tard le médecin et qu'il a commencé à nous parler de ça, nous, on était déjà dans l'optique de « Ok, on va faire un don d'ovocytes en Espagne. Ça veut dire qu'il y a une femme qui va donner ses gamètes, elle, pour que ma chérie tombe enceinte. » Vous y avez réfléchi très tôt, finalement, à ce don d'ovocytes. Et c'est vrai que philosophiquement, etc., c'est une question très importante. Est-ce que vous vous êtes assis tous les deux à une table et vous en avez discuté? Est-ce que toi, pour parler crûment et peut-être de façon un peu bête et naïve, est-ce que toi, ça te dérangeait ou ça te dérange plus tard que ton futur enfant n'ait pas les gènes de ta compagne? Alors, pour prendre l'ordre, on en a énormément discuté tout au long, depuis le départ, depuis le premier rendez-vous chez le médecin où en sortant moi j'étais pas bien. On n'a pas fait une grosse discussion en face à face où on éteint tout la télé et tout, mais il y a plein de moments où je regardais quand même, on regardait Top Chef et on commençait à en parler, tu vois. Parce que ça rentrait dans la conversation et parce que comme on espère avoir un enfant qui nous suit au quotidien à la fin, ce sujet-là nous suivait au quotidien aussi. Bref, et donc on en a beaucoup parlé et de tous les niveaux. Moi, de mon point de vue, déjà, je trouve ça passionnant, toutes les questions que ça soulève, et je pense que même dans ma façon de réfléchir là-dessus, et finalement à tous les niveaux, ça changeait quand même beaucoup de choses sur ma notion de la filiation, mon regard sur la PMA d'une manière générale, mais même, tu vois, sur les enfants, sur la transmission et tout ça, donc j'ai quand même beaucoup évolué là-dessus, moi, de mon point de vue. Et après, je n'ai aucun argument pour étayer ce que je vais dire, mais je ne crois pas en l'inné. Je pense que l'inné est ultra secondaire par rapport à l'acquis. C'est sûrement qu'il y a beaucoup d'inné dans ce qu'on vit, et forcément, t'as les cheveux d'une certaine couleur et j'ai les yeux d'une certaine couleur, mais je pense que ça, c'est excessivement secondaire par rapport à tout ce que t'as pu vivre dans ta tendre enfance jusqu'à il y a 10 minutes. Tu vois, et je pense que tout le vécu, tout l'acquis a un poids tellement énorme que l'inné est vraiment quelque chose de secondaire. Enfin, je le pense profondément. Donc bref, tout ça pour dire que moi, je pense que c'est notre enfant à partir du moment où on l'élève, où on lui partage nos valeurs, où on pleure quand il se fait mal, on rit quand il nous fait marrer, et on essaye de lui partager des choses, et on essaye de voir un petit peu comment lui évolue par rapport à ce que nous on lui transmet, ce qu'il reçoit de l'extérieur, et comment ses valeurs vont évoluer vis-à-vis de ça. Je dis pas qu'il... Ce que je veux dire par rapport à l'acquis, c'est pas qu'il va être comme moi et qu'il va penser ce que je pense. Ce que je veux dire, c'est qu'il va avoir sa propre façon d'appréhender ce qu'il va recevoir en sortant pour la première fois dans la rue, en regardant pour la première fois la télé, en discutant pour la première fois avec un homme, une femme, tu vois, tout ça. Et tous ces trucs-là vont se processer chez lui. Et j'espère participer énormément à ça, mais c'est ce mélange de tout ça que je vais voir évoluer et c'est en ça que je vais être son papa. Mais voilà. Mais donc du coup, non, le bagage génétique, ça me... Enfin, pas de souci. Tout va bien, je m'en fous. Mais c'est super intéressant parce que, tu vois, quand tu dis ça, déjà, la première fois qu'on est retourné voir toujours notre même médecin, c'était assez drôle parce que c'est quand on a commencé à voir ces discours-là que lui avait une facette un peu plus presque humaine, j'allais dire, et notamment la première fois qu'on a discuté de don d'ovocytes avec lui doit avoir des dizaines de couples qui sont pas forcément aussi près que nous, là pour le coup, nous on avait fait beaucoup de chemin entre-temps, et donc lui était très très prudent en parlant, vraiment sur ça va être votre enfant, vous inquiétez pas, enfin c'est vous qui allez le porter, vous savez, donc ça va être... Et nous on était là, non mais c'est bon, on a déjà processé tout ça, enfin, ça c'est pris en compte, nous on est déjà devant là, par contre il va falloir nous rattraper papa. Donc ça c'était super intéressant. Et l'autre facette intéressante que moi j'ignorais complètement, c'est que quand tu fais ça, l'hôpital qu'on va aller voir, qui est pas en France parce que c'est trop compliqué de faire ça en France et en Espagne, va prendre une photo de ma chérie, prendre ses mensurations, prendre sa taille, sa couleur des yeux, sa couleur des cheveux, et va regarder dans un catalogue une femme qui lui ressemble pour avoir un enfant qui lui ressemble. Tu peux même choisir son groupe sanguin pour être sûr que ce soit compatible avec ce que toi t'apportes en bagage génétique. Ce que je veux dire, c'est qu'ils font tout pour que tu puisses avoir le choix de lui cacher la vérité.
Je dis pas que c'est bien ou pas bien, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai mon avis sur la question. Mais cet enfant-là, il faut en sorte que si ça avait été ton fils biologique ou ta fille biologique, bah, il ressemblerait à ça. Et l'histoire du groupe sanguin, c'est fascinant parce que typiquement, ils nous ont proposé de choisir parmi l'espèce de catalogue de femmes qui donneront leurs ovocytes, de prendre quelqu'un dont le groupe sanguin est compatible. C'est pas une question biologique, c'est pas forcé, c'est juste pour que ce soit possible de lui mentir presque. C'est super intéressant quand même. C'est incroyable. C'est fou. Ouais. Alors moi, c'est complètement dingue. Pour reprendre pour aller au bout de ma pensée, moi je m'en fous. Il aura le groupe sanguin qu'il veut et enfin peu importe, parce que je pense pas que ce soit très malin de cacher le truc. Ça fait un peu secret de famille et je me vois mal cacher ce truc-là. Mais c'est un choix. Hein. Je sais qu'il y en a qui le font ou qui révèlent ça qu'à la majorité et tout. J'espère que je serai assez bon en tant que père pour que même si il ou elle sait comment ça s'est passé, me considérera comme papa quand même. Toujours avec mon prisme très personnel, quel est l'intérêt de lui cacher ça à l'enfant ? Parce que c'est dur. Hein. C'est comment dire ça c'est déjà dur à vivre pour un couple si en plus tu dois le montrer à la face du monde ou que c'est typiquement imagine t'es en cours de bio. Toi, t'es un couple, t'as vécu ça, mais t'as pas pu le dire à ton enfant, je sais pas, t'as pas eu la force ou l'énergie, pas trouvé le moment, ou t'as pas eu envie, t'as envie d'attendre, t'as envie de faire comme si tout était naturel, et tout d'un coup, en cours de bio, il apprend les gènes récessifs et dominants. Et là, il va se rendre compte que son groupe sanguin, c'est pas possible qu'il ait ce groupe sanguin-là. Et tu vois, c'est difficile. Je me dis aussi qu'il y a sûrement des couples qui peuvent décider de considérer ça comme une sortie de route, et qui ont envie, une fois que l'enfant est né, de refaire comme si tout était normal et comme si c'était un enfant biologique, tu vois, et de laisser ça derrière. Non, mais ce que je respecte absolument, moi aussi, bien sûr. Je peux comprendre. C'est déjà assez lourd à porter. Je comprends que tu puisses avoir envie de dire, ok, j'oublie tout ça, en fait, il s'est rien passé, c'est un enfant né de l'amour et on en a accouché 9 mois après. Tu vois, je peux comprendre ce truc-là. Ouais. Et je peux comprendre, et je comprends encore plus que les médecins et les labos aient décidé que cette option soit possible. D'accord, ok. Et donc, ça se fait en Espagne, le don d'ovocytes, parce que en France, c'est pas légal. Alors non, ça c'est ce que je pensais aussi, mais cette histoire-là, elle est dingue. Et je ferai un autre spectacle là-dessus parce que c'est fou. En fait, c'est légal, mais c'est beaucoup trop compliqué. C'est-à-dire qu'en France, tu peux pas, pour être très brut, tu ne peux pas payer la femme qui va donner ses ovocytes. Sachant que elle, ça va lui prendre 1 mois de sa vie. Elle va subir des interventions assez chargées. Et j'ai vu ma chérie le faire, je sais ce que c'est. Pas autant qu'elle, mais j'imagine. Donc, en France, des femmes qui font des dons d'ovocytes, il y en a peu. Et c'est incroyable déjà qu'elles le fassent, mais il y en a peu. Et surtout, la demande est énorme. Et en plus, il y a toute une question d'éthique qui fait que c'est assez contraint, on va dire. Alors qu'en Espagne, il n'y a pas que l'Espagne, pour reprendre l'exemple de l'Espagne, tu peux le faire en tant que femme, d'essayer de donner tes ovocytes. Tu es dédommagé financièrement à hauteur de 1 500 €, quelque chose comme ça. C'est cet ordre d'idée. Et surtout, l'autre différence, c'est que c'est privé. La clinique qui s'occupe de ça, c'est une clinique privée. On en pense ce qu'on veut, mais c'est-à-dire que ça coûte énormément d'argent, mais il y a aussi énormément d'argent qui rentre, donc ils sont au top de la science là-dessus, et notamment là à Barcelone, là où on va aller, on n'y est pas encore, mais là où on va aller, il y a une rue où il n'y a que des cliniques PMA, comme ça, t'en as, je veux dire, une dizaine, qui sont que des cliniques privées, qui gèrent ça, qui s'occupent de faire ça, qui sont vraiment au top de la science de ce qui se fait, ils ont toutes des méthodes similaires, pas forcément identiques, mais similaires, et donc eux en Espagne, et là nous, c'est ce que je peux dire, je peux le dire, on s'en fout. Nous, on va aller voir une équipe française qui bosse en Espagne, parce que ce qu'ils font là-bas n'est pas... ils peuvent pas le faire en France. Une partie de ce qu'ils font n'est effectivement pas légale, le don d'ovocytes est légal, mais il y a une partie du truc qui est pas légale, et donc du coup, c'est pour ça qu'on va aller le faire en Espagne. Alors la partie... Du coup, c'est presque impossible de faire ça en France. Ouais. Parce qu'il y a pas assez de femmes qui font don de leurs ovocytes en France, c'est ça ? Il y a peu de labos qui sont vraiment au haut niveau. Et juste pour compléter, pour pas rester dans le flou, la partie pas légale, c'est que par exemple, on va faire un cariotype de mes gamètes pour comparer les éventuelles maladies génétiques. Voilà. Ça, il n'y a pas le droit de le faire en France, tu as le droit de le faire que pour une maladie, et je ne sais plus laquelle. Tu as le droit de le faire pour la trisomie 21 et pour un autre truc. Mais en gros, là, on va faire une analyse de 300 maladies et on va voir si j'ai des gènes récessifs de ces maladies-là. Si jamais la personne en face qui va donner ses ovocytes a le gène récessif, on oublie. Parce que c'est-à-dire que récessif ou récessif, l'enfant risque d'être malade. D'accord. Voilà. Donc ce truc-là, concrètement, n'est pas légal. Et un autre truc qui n'est pas légal aussi, c'est de choisir la personne qui va donner ses ovocytes sur des critères physiques. Vous faites un truc qui n'est a priori donc pas complètement légal en France, que vous le faites à l'étranger. Est-ce que potentiellement on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues ou ça n'existe pas, il n'y a pas de... Non, au contraire. Alors on n'est pas encore allé assez loin dans le truc, mais non, au contraire,
on est Encouragé par... ouais, encouragé. Je sais pas comment dire, c'est très bizarre. Là, on est vraiment dans un truc très flou. C'est marrant parce que tu vois, on parle beaucoup de l'Europe et de ça, mais là, on s'est rendu compte à quel point l'Europe est pas faite, même sur des trucs aussi concrets que la PMA. Il y a des disparités qui sont folles entre deux pays qui sont quand même, tu vois, la France et l'Espagne, on n'est pas les plus aux antipodes. Et pourtant, là, même dans l'éthique, dans la manière de faire la médecine, il y a des méthodes très différentes. Mais non, au contraire, parce que nous, quand on est allé voir notre médecin, là, en France, c'est lui qui nous a dit, ça, ce qu'on va faire, on peut pas le faire en France, mais en Espagne, c'est légal. Et c'est légal en Espagne, c'est pas illégal là-bas. Donc, si tu fais un truc qui est légal là-bas, bah, tout va bien, tu vois, tu le fais sur place, là où c'est légal. Et il y a aucun moment où dans notre démarche, on va être dans l'illégalité. On va faire des trucs qui sont légaux en France, des trucs qui sont légaux en Espagne. Et tout ça, c'est très bizarre, hein. C'est parce que c'est rendu à une construction où tout fonctionne. Tout est OK. Ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, il y a une équipe qui est une équipe française, mais qui bosse en Espagne, parce que ce qu'ils font est légal en Espagne. Et ça marche comme ça. Et ils ont des liens avec des labos en France pour que la partie qui est faisable en France, on la fait en France. Quand il y a besoin d'aller en Espagne, on va en Espagne. Et voilà, et tout est agencé, tout est construit, et tout roule pour que ce soit dans les clous. Le nerf de la guerre, là, dans cette histoire, c'est l'argent. Quand même. Tu m'avais dit que ça coûtait très cher d'aller en Espagne, justement parce que tout est privé et que tu dois payer la clinique et c'est toi qui dédommages. Ouais, c'est intégré dans l'enveloppe que tu payes, ouais. D'accord. Pour les couples ou les personnes célibataires qui souhaitent avoir un enfant d'une manière ou d'une autre, qui n'ont pas de moyens financiers. Donc c'est un système qui est hyper injuste, parce que tout ce système est un peu hypocrite, du coup. Je suis d'accord. Donc est-ce que tu peux trouver des aides en France pour pratiquer cette PMA à l'étranger ? Sur les prix en France, quand tu fais la PMA avec tes propres gamètes, qui là, du coup, tu peux tout faire en France, c'est pas forcément très très cher. C'est cher. Ça dépend des cliniques. Ça dépend des médecins. Nous, donc là, on parle au-delà de 4 tentatives. Là, non, dans les 3 premières. Même dans les 3 premières, il y a quand même une partie que tu payes de ta poche. Mais en gros, le problème, c'est d'avancer l'argent, quoi. Après, t'es remboursé par la Sécu. Alors, j'ai plus les détails, mais au moins aux 3/4, on va dire, pour pas je m'engage trop dans ces idées-là. Mais en tout cas, tant que c'est en France, ça va. Quand tu vas faire en Espagne, ça aussi, c'est ultra hypocrite. On va aller faire une partie de notre protocole en Espagne, mais on est remboursé par la Sécu française sur la base des devis qu'on a fait faire là-bas. Dingue! Mais comment c'est possible? Alors, j'aimerais bien avoir j'ai pas encore le détail, donc je reviendrai pour un autre épisode pour avoir le détail, pour que je sois concret là-dessus. Mais en gros, là, on va payer de l'ordre de 10 000 balles pour une tentative. Okay. Et là-dessus, on est remboursé à hauteur de 15%. Je sais pas exactement pourquoi, mais on doit être remboursé sur un truc précis, tu vois, du devis. Mais je sais que l'idée, c'est ça. On avait vu plusieurs cliniques. Il y en avait une autour de 12 000, une autour de 8 000. Bref, tu vois, c'est cet ordre d'idée-là, ce que ça coûte pour aller faire la PMA en Espagne avec don d'ovocytes, pour être précis. Et ça, même là-dessus, la Sécu te rembourse une partie. Mais comme tu dis, c'est injuste parce que c'est une partie vraiment mineure, quoi. Tout le reste, c'est à toi de l'amener de ta poche. Et après, c'est injuste. Tu peux décider de le faire en France. Là, tout ce qu'on va faire, on va le faire en Espagne parce que ça nous correspond plus et il y a la partie éthique et de ça. Mais dans l'absolu, il y a des donneuses d'ovocytes en France. Il y en a, c'est compliqué. C'est surtout une question de bol, là, pour le coup, parce qu'il faut tomber au moment où il y en a qui veulent bien. Il faut tomber sur le bon labo. Ça demande beaucoup de chance, mais dans l'absolu, ce serait possible. Sur le papier, je veux dire. Sur le papier, ce serait possible, quoi. Après, dans les faits, si tu veux tomber sur les bonnes probas, c'est foutu. Mais on fait en sorte... je sais pas, je suis pas encore fixé là-dessus, tu vois. Parce que, ouais, dans l'absolu, ce serait possible de le faire en France. Après, si tu regardes sur le papier, concrètement, le calendrier et tout, tu vois, non, ça n'arrivera jamais. Jamais on sera dans les clous, jamais on trouvera quelqu'un. Il y a un truc encore plus fou. En France, si moi, j'ai besoin d'une donneuse d'ovocytes, j'ai plus de chances d'en trouver une si moi, j'apporte quelqu'un qui veut bien faire un don d'ovocytes. C'est-à-dire que si j'ai Julie qui a besoin d'ovocytes, tu dis, bah moi j'ai Sylvie qui est prête à donner ses ovocytes pour quelqu'un d'autre, et hop, tu vas remonter dans la liste. C'était ma question. Est-ce que c'est possible, enfin je sais pas si tu sais, par exemple, voilà, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a besoin d'ovocytes. Est-ce que moi, par exemple, je peux faire des tests pour vérifier si je suis compatible potentiellement pour offrir, entre guillemets, mes ovocytes à cette personne? Pas à cette personne, tu pourras pas les donner à elle, mais par contre le fait que toi tu fasses sa démarche pour quelqu'un que tu ne connais pas, fera qu'elle remontera dans la liste et aura plus de chances de probabilité d'avoir quelqu'un. Ok, donc ça se fait pas directement, mais ok. Waouh. Et est-ce que les femmes qui donnent leurs ovocytes ont déjà eu des enfants avant, ou alors peu importe en fait, là par exemple en Espagne? Alors elles le savent pas, parce que on leur donne jamais. Ce que je dis, c'est pas fini, c'est sur la base de mon expérience, ok? Je pense qu'on pourra trouver des contre-exemples et qu'il y a d'autres
cliniques qui peuvent travailler un peu différemment, mais en tout cas, de toutes celles que j'ai contactées... Ce podcast n'est pas un podcast scientifique. Exactement. Non, ce que je veux dire, c'est que je donne pas des absolus, et Ouais. il y a sûrement d'autres expériences dans les commentaires, mais en tout cas, moi, ce que je dis, c'est vrai, parce que je l'ai vécu. La personne qui va donner ses ovocytes ne sait pas si ça marche ou pas. Elle vient juste donner ses ovocytes, elle peut le faire plusieurs fois dans sa vie, et par exemple, nous, vu notre profil, mon couple, la personne qui viendra donner ses ovocytes l'aura déjà fait une fois et ça aura marché. C'est-à-dire D'accord. qu'elle a déjà donné des ovocytes et l'enfant est né. Waouh. Mais elle ne le sait pas. Elle peut, parce qu'il y en a d'autres qu'on rappelle, une fois ça a marché, ça n'a pas marché, peu importe, et on les rappelle, on leur repropose de le faire. Mais en tout cas, nous on sait que la personne qui va venir donner ses ovocytes, il y a déjà eu succès. Après, il y en a où il n'y a pas eu de succès. Elles ont tout un, je ne l'ai pas dit aussi, mais elles ont tout un suivi physique évidemment, mais psychologique aussi. D'accord. Qui dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour être sûr que, tu vois, pourquoi est-ce que vous venez faire ça, quelle est votre démarche, etc. Ouais. C'est marrant parce que nous, on en sait plus sur elle que elle, en fait. Enfin, sur les résultats. En fait, elle donne juste, et puis après, ouais. Voilà, elle n'a pas de visibilité sur le reste que ça donne. Et tu vois un truc encore plus fou qui, moi, me fait, depuis qu'on s'est lancé dans l'histoire de la PMA en Espagne, qui, moi, me rend complètement fou comme histoire, c'est qu'il y a un jour dans notre vie à tous les deux, cette femme-là, je ne saurais jamais qui c'est. Ouais. Je la verrai jamais. Et il y a un jour, on sera au même endroit, au même moment, parce que moi, il faut que j'aille faire mon don de sperme au moment où elle va se faire prélever ses ovocytes. Ce qui veut dire que, et c'est fou, on sera dans une clinique qui a 2 entrées différentes, une pour moi, une pour elle, moi en train de donner mes gamètes, elle les siennes, et on repartira chacun de notre côté, on ne saura jamais qu'on a été au même endroit au même moment. J'ai écouté hier, j'ai commencé à écouter un épisode de Bliss Story, le podcast que j'adore, j'écoute tous les épisodes, je saoule tout mon entourage avec ça. Et le dernier épisode, justement, le sujet était la GPA. Et c'était un couple, en fait, un couple hétérosexuel, et la femme qui témoignait est née sans utérus. Donc, très tôt, évidemment, elle l'a appris à l'âge de 10 ans. Donc très tôt, elle a su que ça serait évidemment très compliqué pour elle d'avoir des enfants, mais ses parents l'ont toujours encouragée en lui disant qu'il y aurait forcément une solution à ce problème. Une fois qu'elle a rencontré son mari, etc., ils se sont renseignés pour faire une GPA aux États-Unis, et ils y sont parvenus en fait. Donc ils ont fait tout ça aux États-Unis, ils ont trouvé la mère porteuse via alors c'est pas une association, je sais pas si le terme association est correct, mais via un organisme en tout cas qui s'occupe de trouver des mères porteuses selon 1 milliard de critères. Et j'ai adoré ce début d'épisode parce que justement ça démonte en fait des a priori que tu peux avoir sur les mères porteuses, notamment cet aspect, tu sais, l'aspect financier. On dit oui, mais c'est des femmes qui sont prêtes à tout et qui sont prêtes à, enfin je veux dire, qui font ça uniquement pour l'argent et tout, alors que justement la personne, il y avait cette femme-là qui n'avait pas d'utérus, et justement Clémentine, la créatrice du podcast, a interviewé aussi cette mère porteuse. Qui expliquait qu'en fait son mari gagnait ultra bien sa vie, qu'ils avaient absolument pas besoin de cet argent, qu'elle avait déjà eu un enfant et qu'elle était prête en fait pour elle avait toujours eu envie de faire bénéficier de son corps à d'autres personnes, voilà, et voilà, et en est né de toute cette histoire est né un enfant. Est-ce que, juste comme ça par curiosité, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé, une option, ou éthiquement, etc. Je sais que ça pose problème pour certains et ça soulève énormément de questions. Voilà, est-ce que la GPA c'est un sujet que tu connais Alors non, j'y connais rien. On sait que ça existe, il y a peu de probabilités qu'on passe par là. Voilà, on irait plus, je pense, vers l'adoption, mais là encore une fois on n'est pas du tout dans ces trucs-là, donc non, j'y connais rien. Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que j'avais pas des a priori, mais j'avais une image que je pense plutôt tolérante de la GPA et plutôt bienveillante, mais qui a quand même vachement évolué, qui s'est façonnée, qui s'est enrichie, qui est beaucoup plus colorée et intéressante aujourd'hui à l'éclairage de ce que j'ai vécu là depuis quelques années. Enfin, jamais je me suis dit d'emblée comme ça, elles font ça pour l'argent ou des trucs comme ça. Mais quand tu parles sans savoir d'un truc, sans t'être vraiment renseigné, sans en avoir vraiment discuté, c'est compliqué d'avoir un avis très éclairé, tellement c'est complexe. Moi, tu vois, déjà, sur des trucs beaucoup plus... parce que la PMA, c'est quand même vachement plus simple et plus proche de nous que la GPA. Typiquement, tu vois, ça se fait en France, pas la GPA. Déjà, là-dessus, j'ai tellement évolué. Et tu vois, même, je jette pas la dire du tout, mais tu vois, tu disais, c'est illégal en France. Moi, j'étais persuadé il y a un an que c'était illégal en France. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a quelques aspects qui sont illégaux, quelques trucs qui sont impossibles à faire, mais qui sont légaux. Et en fait, on est très peu renseigné parce que ça sert à rien de se renseigner là-dessus si tu n'y es pas confronté. Donc bref, non, pour revenir sur la GPA, il n'y a pas... pour l'instant, je ne connais pas. Ouais.
Je te demandais pas forcément un avis pour ou contre ou quoi que ce soit. Je sais pas si j'ai bien formulé ma question. Si, t'as bien mais c'était juste pour compléter ce truc-là. Et après, je sais pas si on ira... je sais pas. On n'en a pas... On n'est pas allé sur le sujet encore. Et par contre, pour rebondir là-dessus, quand on commençait à discuter de PMA avec don d'ovocytes en Espagne, il y a un autre truc qui rentre en ligne de compte, c'est que on va prendre les ovocytes de cette personne, mes spermatozoïdes à moi, on va faire des embryons. Mais on va pas en faire qu'un. On va en faire plein, le plus possible. Ouais. Et en général, c'est de l'ordre d'une dizaine, on va dire, si tu as de la chance. Et après, tu les implantes un par un. Si le premier marche, tant mieux. Si le premier marche pas, t'en implantes un deuxième, tu testes, etc. Bref, tout ça pour dire que, à partir du moment où on va les faire se rencontrer, on va les congeler, et donc il va y avoir, je vais dire, 5 embryons, par exemple, qui vont exister de moi et de cette femme que je ne connais pas qui aura donné ses ovocytes. On va en implanter un, imaginons, dans un an, ça marche, je suis papa. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces 5-là ? Eh ben, tu peux décider de les donner à des gens qui ne peuvent pas concevoir naturellement, ni qui sont totalement infertiles. Par exemple, à une femme qui pourrait porter la vie, mais qui peut pas, dont le mari est infertile ou qui veut devenir mère célibataire. Et du coup, nous, on s'est retrouvés confrontés très récemment là, à cette question-là, qui a été vite répondue. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et on était d'accord, ma chérie et moi, mais encore une fois, je parle que pour moi, mais foncez, prenez. Si ce bonheur-là, on peut le donner à quelqu'un de devenir parent, nous, quand rêvons depuis 2 ans que ça marche ou pas, mais gardez-les, donnez-les à des gens qui peuvent, tu vois. Alors que biologiquement, ce sera mes enfants à moi, et à ces personnes que je ne connais pas, et peut-être, avec un peu de chance, d'autres parents qui pourraient pas avoir d'enfants pourront devenir parents grâce à ça. C'est extraordinaire. Ce sujet, en fait, il me touche particulièrement. Quand j'ai appris donc, que le sujet de ton spectacle, c'était sur la PMA, et moi, en fait, c'est un sujet qui me passionne depuis toujours, et j'ai eu un déclic dans ma vie qui a fait que, d'un coup, j'ai su que je voulais être mère absolument, quoi. D'accord. Et c'est un sujet qui m'angoisse depuis. Non, mais c'est vrai. Tu vois, et là, je vois ma sœur qui est enceinte et tout. Et moi, c'est toujours une question que je me pose. Je me dis, est-ce que je serais capable de concevoir, tu vois ? Je sais pas où j'allais avec ça, mais c'est pour ça que j'écoute tous les Bliss et tout, pour avoir un maximum d'informations sur la maternité et sur les différentes manières de concevoir et d'avoir un enfant, tu vois. Ton témoignage, il me touche énormément. Et en plus, alors que pour l'instant, vous n'avez pas encore démarré ce processus en Espagne, vous soyez déjà prêt potentiellement à donner ces embryons, tu vois, je trouve ça dingue. À pas se dire, moi j'ai tellement galéré, et du coup je garde ça pour moi, je sais, tu vois, je sais pas, être dans le don, avant même d'avoir, je sais pas si c'est... Si, je pense, mais... C'est pertinent ce que je dis, mais... Ben non, mais c'est super intéressant. Moi, je me vois pas avoir un autre ressenti là-dessus, mais après... je sais pas, est-ce qu'on aurait pu réagir autrement ? Mais tu vois, quand la question s'est posée, avec ma chérie, on a parlé direct, on était sur la même longueur d'onde. C'est arrivé, là pour le coup on a du bol parce que ça arrivait quand même pas mal de fois sur toutes ces années-là, sur cette aventure-là, où on était vraiment sur la même longueur d'onde direct avant même d'en parler. Mais quand t'as vécu ça, quelle qu'en soit la finalité, mais quand t'as vécu ces questionnements, ces douleurs-là, cette tristesse, tu dis, ah, putain, si ce bonheur-là on peut le donner à quelqu'un d'autre, quel qu'en soit. En plus, t'as rien à faire, tu dis, fonce. Et du coup, je serais curieux de voir quelqu'un qui a un autre regard là-dessus, parce que moi, je me vois pas, c'est genre altruiste et tout, mais pas du tout. Je vois pas comment il pourrait en être autrement. Mais du coup, ça m'intéresserait vraiment et sincèrement, tu vois, profondément, de voir quelqu'un qui a un autre regard et qui a même pas des arguments, mais juste un feeling autre là-dessus et de savoir pourquoi il penserait autrement. Mais je trouve... Et donc, du coup, on parlait d'évolution de la pensée et des choses tout à l'heure et du regard sur plein de trucs. Mais ça, pareil, ça évolue à chaque fois, à chaque pas que tu fais, tu vois, ah ouais, il y a cette possibilité, cette option-là, comment je me place philosophiquement, éthiquement, et après pragmatiquement par rapport à ça, si moi ça m'arrive. Je voulais faire une super réponse, mais t'as drop the mic. Pas au sens propre, heureusement. Heureusement. Si on parle un peu de ton spectacle. Ouais. Tu me disais que ça faisait 10 ans que tu voulais monter sur scène, t'avais pas de sujet. Et là, du jour au lendemain, tu te retrouves avec une patate chaude dans les mains et tu te dis, faut que j'en fasse quelque chose, faut que je crée à partir de ça, parce que tu m'avais dit quand on avait pris un verre ensemble que c'était ta manière de processer le truc. T'aurais pu peindre, t'aurais pu te mettre à chanter ou à aller sur des plages nudistes, je sais pas, j'en sais rien, mais t'as décidé d'en faire un spectacle. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter, voilà, tout ce process, ce truc par rapport à ton spectacle ? Alors, comme tu dis, j'aurais pu faire... l'exemple de la plage nudiste, je sais pas, je suis pas sûr. Mais l'exemple de la musique, il est super pertinent. Tu vois, on aurait pu très bien imaginer écrire des chansons. Je fais un peu de musique. Tout d'un coup, me dire, ce truc-là me transcende, m'intéresse. Et je vais faire un album, 12 chansons là-dessus, qui va raconter les différentes émotions. Et l'autre aspect de ça, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est...
Le point de rupture, c'est le premier rendez-vous avec le médecin, on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment le moment où moi, ça vrille dans ma tête. Suite à ça, je cherche des moyens d'avancer à mon niveau tout seul. Mon couple, tu peux avancer. Ma chérie, elle a l'air d'avancer un peu quand même là-dessus. Moi, non. Moi, je suis pas bien là où j'en suis, donc il faut que j'avance. Donc, effectivement, on disait tout à l'heure, aller voir un psy, des groupes de parole. C'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait des groupes de parole qui existaient là-dessus. Mais moi, d'a priori, je sais pas si c'est le cas, mais d'a priori, ça m'intéressait pas, c'était pas pour moi. J'avais pas envie de parler avec des gens qui avaient les mêmes problèmes, les mêmes questions et tout. Et j'avais pas envie de parler avec des gens, quoi. J'avais pas envie que quelqu'un me dise, bah, raconte-nous ton histoire, avec des gens qui m'écoutent, qui ont la même chose ou pas, et que ça n'aboutisse à rien. Encore une fois, je dis pas que c'est factuel. Je dis que c'est ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là. Je me suis dit, non, il faut que ce truc-là serve à quelque chose. C'est quoi le souci ? Je suis en train de mal vivre ce que je vis. Pourquoi ? Parce que j'ai pas été préparé à vivre ce que j'ai vécu, à ressentir ce que je ressens. Donc il y avait plein de façons de faire. Ça a été... ça s'est arrêté là à la sortie du premier rendez-vous avec le médecin, tu vois. Hop, je le vis mal. Le deuxième point de rupture, qui était un peu plus rigolo, ça a été quand on m'a dit il va falloir aller faire une analyse de sperme. Et finalement, qui a été avant d'ailleurs le rendez-vous avec le médecin, mais je m'en suis rendu compte qu'après, parce que ce truc-là, moi, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait de spermogramme. C'est une aventure absolument incroyable de bout en bout. Ouais. C'est un sketch de 12 minutes dans mon spectacle. Et c'est... Alors, je pense qu'il y a beaucoup de garçons qui nous écoutent, enfin beaucoup, une partie des garçons qui nous écoutent qui passeront par là un jour ou l'autre. Les gars, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez vivre. C'est incroyable. Et je me rappelle, en sortant de ce truc-là, je faisais des blagues, quoi. Je rigolais avec ma chérie, je la vannais sur ce que je venais de vivre. Les 3/4 étaient juste factuels, c'était juste des vrais trucs. Et puis, j'enjolivais et tout. Mais c'était juste une conversation qu'on avait eue, tu vois. Et du coup, quand il y a eu le rendez-vous avec le médecin, là, j'ai commencé à mettre par écrit, c'était pas drôle, mais j'ai commencé à mettre par écrit ce que je venais de vivre. Et en écrivant, en tapant sur mon téléphone plutôt, je suis retombé sur les pensées que j'avais eues en sortant du labo pour le spermogramme. Et je me suis dit, il y a un truc, tu vois, dans le ressenti, dans le feeling, ce côté, j'ai jamais vécu ça, le côté un peu absurde. Ouais. Waouh. Et du coup, il y a eu ça, c'est resté dans mon téléphone, il y avait 2 textes à ce moment-là, il y en avait un qui était pas drôle, avec le médecin, un qui était un peu plus drôle, où c'était juste des débuts de vannes, parce que du coup, j'avais commencé à les noter suite à ça. Et après, il y a eu un moment à l'hôpital, alors je sais plus c'est lequel, donc je vais pas trop m'avancer, mais il y a eu un moment à l'hôpital, je me rappelle, où vraiment en ressortant, c'était un moment assez dur, c'était peut-être le transfert, je sais pas. Et en ressortant, j'avais vraiment des vannes, parce que ça s'était présenté, et donc j'ai écrit, j'ai commencé à discuter avec ma chérie, et là ça se construisait vraiment comme un sketch, tu vois, à ce moment-là, il se faisait vraiment dans ma tête, je voyais limite la scène et tout. Et là j'en parlais pas encore, mais je me disais, je vois à peu près où je vais. Et donc en relisant ces quelques textes-là, ça commençait à se remplir. J'ai regardé ce que j'avais écrit depuis des années, parce que comme tu dis, ça faisait 10 ans que j'y pensais, mais de loin, donc je notais toujours 2-3 trucs par-ci par-là, et je me dis, ah putain, ouais, j'ai un truc sur la mort, typiquement la mort c'est quelque chose, ça m'aurait toujours intéressé de m'imaginer mort, et ça fait vachement écho à ça. Et il y avait un autre truc aussi, qui a priori n'a rien à voir, sur l'exploration spatiale. J'ai toujours envie d'en parler, des gens avec qui j'ai envie de dire, mais putain, il s'est passé un truc de fou. Je vais pas le spoiler parce que c'est la fin du spectacle, mais un truc de fou dans l'exploration spatiale qui est complètement dingue. Ah, fou. J'ai envie de vous en parler. Et je me dis, mais ça fait énormément écho à ce que je suis en train de vivre au niveau de l'absurde, au niveau de l'énormité de la chose. Et tu vois, même là, en t'en parlant, je me rends compte, je m'en suis rendu compte, les choses s'agençaient comme ça, et après, il n'y avait plus qu'à fill in the gap, quoi. Et le truc qui m'a donné envie, définitivement, et qui m'a dit, ok, c'est parti, ce truc-là, c'est un spectacle, c'est quand je me suis rappelé comment tout a démarré, et comment j'ai appris que j'étais stérile. Parce que du coup, on l'a pas dit tout à fait, j'ai un peu évoqué, mais moi-même, j'ai une maladie qui s'appelle un OATS, qui fait que les probabilités que je donne la vie naturellement sont quasiment à 0. J'ai pas 0 spermatozoïdes, et j'en ai très très peu, et donc il faut vraiment aller les chercher à la loupe. Et le jour où j'ai appris ça a été un soir, ça a été le soir de la pire journée de ma vie, qui a été une journée terrible professionnellement, qui était vraiment un échec sur toute la ligne. Et donc du coup, là, j'ai repensé à ça, j'ai tout écrit, c'est le sketch d'ouverture de mon spectacle où je raconte la pire journée de ma vie, qui finit par peut-être la pire nouvelle de ma vie, qui est le fait que je suis stérile. Donc ça a été la première étape où j'avais plusieurs éléments qui commençaient à s'imbriquer comme un puzzle. La deuxième étape, c'est d'aller voir ma chérie et lui dire, notre histoire qu'on est en train de vivre, je vais pas la raconter dans un groupe de parole, je vais pas faire un bouquin ou un truc comme ça, j'ai besoin d'aller le dire de vive voix devant les gens. Elle m'a dit, vas-y, si tu veux le faire, fais-le. Je sais pas comment c'était dans sa tête, ce qu'elle a ressenti, mais en tout cas, ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça a duré quelques mois où elle en a plus du tout entendu parler. Et un jour, je lui ai dit, j'ai le texte, je vais te le lire. Et donc, du coup, on s'est assis dans le canapé, moi debout devant elle, et je lui ai dit, oh, putain, excuse-moi.
je pleure dans toutes les occasions. Donc vraiment, si tu te sens de pleurer... Non, alors j'ai dit, Lâche. non, mais j'assume parce que c'est drôle, ça faisait très longtemps que j'avais pas pleuré en repensant au spectacle, et toutes les premières fois où je l'ai lu, il y a 2 moments qui sont vraiment des turning points dans le spectacle où j'ai mis beaucoup de temps à les dire, à les vivre sans pleurer. Donc du coup, c'est marrant, ça me fait un peu... Bref. J'avais mon texte devant moi et je lui ai lu tout le truc. Il y avait beaucoup moins de vannes qu'il y en a dans la version finale, il y avait beaucoup plus de trucs sérieux, c'était beaucoup trop long et tout. Mais voilà, ça a été la première fois où j'ai joué ce spectacle-là qui s'appelait, pas encore, tu vas l'appeler comment, ça s'appelait Échec et Maths à ce moment-là. Et donc je lui ai lu le truc, elle a pas trop rigolé, je pense que c'était pas très rigolo. Et elle a dit bah ok, vas-y, fonce. Et donc à partir de ce moment-là, je lui ai rejoué une douzaine de fois, je pense, j'ai tout réécrit, etc. etc. Et entre la première lecture et le premier jeu sur scène, il y a dû avoir 1 an et demi à peu près. D'accord. 1 an et demi. Il s'appelle Tu vas l'appeler comment, ton spectacle? Pourquoi t'as changé de nom, de titre? Et comment t'as fait pour te produire, en fait? Comment t'as fait pour trouver des salles? Alors, spoiler, moi non plus, j'y connais rien, mais j'ai adapté un conseil que j'avais jamais mis en action avant et que je recommande à tout le monde. Parlez-en à tout le monde. Quand vous avez un projet comme ça dont vous êtes convaincu, à partir du moment où vous avez décidé de je vais faire un film, je vais faire un podcast, je vais faire un spectacle, je vais faire une chanson, ça peut être n'importe quoi, je vais devenir boulanger, dites-le à tout le monde. Parce que déjà, d'une part, les gens, quand ils vont vous revoir, ils vont vous demander où vous en êtes et vous allez toujours avoir cette pression positive de il faut que j'avance, parce que quand je vais leur parler, je peux dire putain, j'avance dans mon projet. Et ça, c'est 90% des gens. Et vous allez avoir les 10% des gens qui vont vous dire tu montes un podcast, mais attends, parce que moi j'ai un site où je peux le diffuser. Mais tu veux devenir boulanger? Mais j'ai un pote qui lâche sa boulangerie. Dans 1 an, il te faut combien de temps? 1 an? Bah vas-y, tu reprends sa boulangerie dans 1 an. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'en ai parlé à des gens au départ où j'ai commencé à être sûr de vouloir faire ça. J'ai dit, j'écris un spectacle, je fais un spectacle. J'ai même pas dit, je crois, au départ sur quoi c'était. Je veux faire un one man. Je rêve de monter sur scène. Là, j'ai trouvé mon sujet. Mais t'as du texte? Ouais, j'ai mon texte. J'ai 1h30. Je suis en train de la retravailler. Ok. Et donc, j'ai parlé de ça à des gens. Faites-le. Parlez aux gens des projets que vous avez. Et il y a quelqu'un qui m'a dit tu veux jouer sur scène? Mais j'ai un pote qui a un théâtre. Ok. Dans Paris. Ok. Et dans le deuxième, en plus. Bah ouais. On va en discuter avec lui. Et il se trouve que la personne qui m'a dit ça, dont je suis très proche, c'est Bérénice. Bérénice à qui j'ai dit ça, dont je suis très proche, et avec qui j'ai beaucoup d'atomes crochus, a aussi beaucoup d'atomes crochus avec quelqu'un qui possède un théâtre. Et quand elle lui a dit, ce mec-là, il a un projet. Donc là, je lui avais un peu plus parlé du spectacle. Ce mec-là a un projet. Le propriétaire du théâtre a dit, ok Bérénice, je te fais confiance. Toi, tu me dis quand t'es libre, je te file le théâtre. Mais dingue. C'est fou. Waouh. Mais, et encore une fois, c'est pas... c'est énormément de chance, bien sûr. Mais quand je te parle de ça, je mets de côté les 99 personnes à qui j'en ai parlé et que moi, je dis, cool, je viendrai te voir, tu vois. Il y a une personne qui connaissait ce mec-là qui a un théâtre et qui était assez proche de ce mec-là. Et ils avaient assez confiance à l'un dans l'autre pour que le mec lui dise « Ok, j'ai un théâtre dans Paris. » Et c'est le théâtre Comédie Montorgueil, hein, ça a fermé depuis, mais c'était un beau lieu, un super théâtre. Et où le truc était assez solide pour qu'il dise « Vas-y, viens jouer. » Okay. Et lui m'a jamais vu, il sait pas, tu te pètes la gueule, tant pis, hein, écoute, ce sera juste un soir de perdu. Si ça marche, tant mieux, tu auras joué dans Paris. Donc voilà, c'est comment... La parfaite alchimie entre plusieurs personnes, la recette qui fonctionne. Ouais. Mais on se rend pas compte des ramifications qu'on a. Oui. Il faut toujours. Mais oui. Non, mais dernièrement aussi, j'ai rencontré quelqu'un via une connaissance. Et il y a eu un match de fou avec la personne. Et on s'est trop bien entendu sur plein de points, etc. etc. Il y a une part de magie, d'inconnu là-dedans qui est assez exceptionnelle. Donc voilà. Mais comme tu dis, c'est un conseil super intéressant de lancer comme ça ses perches. Ouais. À tout le monde, et puis quelqu'un va finir par la saisir à un moment, quoi. Ah, c'est sûr. Avoir un bon stock de perches dans son sac à dos. Voilà. Et tout le temps, parce que t'imagines pas des fois les liens que les gens ont. Ouais. Et encore une fois, il y en a 10%, ça va pas les intéresser, 80% qui vont rien dire, enfin qui vont te dire ouais, c'est cool, on t'encourage et on viendra te voir. Mais tu vas voir ce 10, même pas ce 1% là. Mais sur la masse de gens à qui tu vas en avoir parlé, c'est celui-là qui va te servir. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, très concrètement, moi j'y connaissais rien, donc j'ai fait très candide, quoi. J'ai écrit mon spectacle d'1h30. Je l'ai énormément travaillé parce que j'avais le temps de le travailler. Enfin, j'avais le temps. Il y avait le Covid déjà, et puis écrire un spectacle et répéter un spectacle, c'est très simple à faire. Tu marches dans la rue, dans ta tête, tu répètes ton spectacle, voilà, t'es en train de bosser. Donc c'est comme ça que j'ai bossé pendant 1 an. Et j'avais la date qui s'est profilée au bout d'un moment de la première du spectacle. Et voilà, et après j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Pareil, j'ai rencontré des humoristes,
des gens qui avaient des cafés-théâtres, des soirées comédie-club, bah vas-y, viens jouer, bah ok, j'y vais. Puis là où tu vas jouer, il y a 4 autres humoristes, puis il y en a un qui connaît tel théâtre, bah vas-y, contacte-les de ma part, etc., etc. Et encore une fois, sur tout ça, 9 fois sur 10, ça n'aboutit pas, j'ai pas de réponse. Mais une fois sur 10, j'ai quelqu'un qui me dit, bah moi j'ai un café-théâtre ou je lance un comédie-club, vas-y, on va jouer, c'est parti. Et donc, comme ça, sans activer de gros trucs ou... Enfin, sans énormités, bah j'arrive à jouer de temps en temps des bouts du spectacle dans des comédie-clubs, etc., etc. Ok, génial. Oh, quel parcours de fou. Pour revenir Oui, sur le changement de titre, parce que du coup oui, tu disais, voilà, il y a le ce changement de truc-là. titre. Alors ce qui me faisait peur, je sais pas si tu me montreras, vous avez, bon, toi, si j'en ai écouté dans l'ordre, voilà. Je reviens sur le truc dont on parlait il y a 10 minutes. Non, sur le changement de titre, c'est parce que moi, mon spectacle, je voulais vraiment, pas comme un truc qui parle que de la PMA, mais qui parle de, ce que je dis à la fin, transformer les échecs en espoir, voilà. Et dire qu'il y a de l'espoir dans tout, et que tout obstacle, c'est un tremplin qui s'ignore. Et donc, je voulais pas que le titre du spectacle soit sur la PMA, ou ça fasse référence à... etc. Et c'est pour ça que la fin n'a aussi rien à voir avec le sujet principal du film, mais il y a un 10 minutes à la fin qui pour moi est très important sur l'espoir, voilà, ce que je disais tout à l'heure sur la science et l'exploration spatiale. Bon, tout ça pour dire que moi je l'avais appelé Échec et maths au départ. J'aimais bien ce titre-là, Échec au pluriel, maths au singulier. Et c'est le gérant de la salle, il m'a dit, fais ce que tu veux sur scène, mais je pense que tu devrais changer le titre parce que c'est pas bien qu'il y ait une connotation négative. Ouais. Et je suis très d'accord avec lui, et ça m'embêtait parce que j'aimais beaucoup ce titre-là, mais il avait utilisé, je pense, l'un des seuls arguments qui pouvait me convaincre, parce que effectivement, je déteste les trucs à connotation négative, les négations et tout ça, et donc j'étais ultra d'accord avec lui. Hop là. J'étais ultra d'accord avec lui de facto que moi, j'irais pas voir un spectacle qui a un titre à connotation négative. Donc du coup, j'ai changé et j'ai pris un truc, tu vas l'appeler comment, qui marchait pour le titre du premier spectacle, parce que du coup, le pitch de départ, c'est que c'est mon premier spectacle et je sais pas comment je vais l'appeler. Après, ça digresse un peu, mais au moins, ça marche, même si on connaît pas le cœur du sujet. Ok, ouais, top. Waouh, mais quel énorme et beau sujet pour Révolution. Je me dis, mais c'est un truc de fou, parce que... Et c'est exactement ce dont je te parlais quand on avait pris un verre ensemble, c'est que ces parcours-là, ça m'intéresse tellement. Et voilà, ben, le fait que au départ, tu t'es dit, merde, ça a très mal commencé avec la pire journée de ma vie, d'apprendre ton infertilité, etc. Et finalement, t'arrives à en faire un spectacle, à te produire devant des gens. C'est tellement incroyable. Je sais pas si t'as des dates de prévues bientôt. Je sais pas, alors non, là du coup, la suite de l'aventure en Espagne dans les faits réels va faire que je mets un peu en stand-by les recherches de salles et tout ça, parce que donc les deux se mélangent, c'est marrant. Hein. Ouais. Mais typiquement, là, avec l'histoire de l'Espagne, c'est pas encore le cas, mais d'ici très peu, c'est possible qu'à tout moment, on m'appelle pour me dire, dans 48 heures, vous devez être à Barcelone. D'accord. Donc du coup, je peux pas prendre trop d'engagement pour l'instant sur les mois à venir, parce que je sais pas ce qui peut se passer. Ok. Donc voilà, mais je saisis toutes les opportunités et je suis encore souvent toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines dans des comédie clubs à jouer des parties de ce spectacle-là. Et j'espère à la rentrée en septembre pouvoir le jouer en entier. Ok, super. Bah écoute, je partagerai en tout cas sur Révolution tes petites actus et tes grosses actus aussi. Et si tu es d'accord, on se donne rendez-vous dans quelques mois / années, quand tu veux, parce que de toute façon on se suit depuis quand même 2015 déjà. Ouais. Donc voilà, on se fait tous les deux vieux. Mais voilà, on continue de se suivre et de se donner des nouvelles. Et je vous transmets à toi et ta chérie toutes les bonnes ondes. Et voilà, tous mes encouragements qui sont ce qu'ils sont. Mais voilà, en tout cas, je partagerai tout sur Révolution parce que voilà, ça me fait hyper plaisir aussi que tu me fasses confiance pour parler de cette histoire et que tu te sens suffisamment à l'aise pour te confier et pour en parler à mon micro. Donc voilà. Merci à toi. De rien. À bientôt, François. À bientôt, Camille. Merci.